Dans les deux postes que j'ai fait, ça a toujours été du bouche à oreille et le porte-à-porte que j'ai fait, c'était vraiment du physique. T'es pas juste un profil en fait, donc on te voit, t'es une personne, t'as une manière de parler et ça c'est super important. Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Reconvertis. Et aujourd'hui, j'accueille Sofiane Ifren, qui est développeur après être passé par la case reconversion chez l'AFPA. Il va nous raconter son histoire, comment il a fait du porte-à-porte pour trouver ses premières opportunités et comment aujourd'hui il a réussi à convertir, à passer à son 2e CDI et à être développeur épanoui. Salut Sofiane. Salut Rayed. Écoute, bienvenue sur cet épisode des Reconvertis. Aujourd'hui, je voulais que tu nous racontes ton histoire. Comment s'est passé la fin de ta formation et ta recherche de stage? Alors en fait, moi j'ai été formé à l'AFPA, c'était une formation totalement faite à 90% en ligne. Ça a été très formateur par rapport à ça. On nous a aussi accompagnés au niveau de tout ce qui va être attitude à avoir, parce qu'il y a des codes à avoir, c'est un nouveau métier, donc il y a pas mal de choses. On a pas mal été accompagnés là-dessus et comme l'AFPA connaissait pas mal d'entreprises, elle essayait de placer des gens. Pour le coup, moi, j'ai pas bénéficié de ça. Je suis parti, j'ai fait vraiment du porte-à-porte, l'ancienne méthode, et je suis parti dans un pôle en fait technologique qui avait, j'étais à Toulouse à l'époque. J'ai fait du porte-à-porte, déposé de CV et voilà, je suis tombé sur une boîte, une petite start-up qui avait besoin de renfort parce qu'elle était en train de grandir. C'était un stage non rémunéré, ça a beaucoup joué ça, le fait que ce soit un stage non rémunéré, donc ça leur faisait un dev gratos. C'était un stage de combien de temps? C'était 3 mois. Et sur les 3 mois, en fait, ils m'ont un peu testé en me disant voilà, tu fais un projet annexe parce qu'ils avaient déjà eu une mauvaise expérience en prenant des stagiaires qui leur cassaient un peu tout quand ils les mettaient directement sur le cœur du projet. Donc ils m'ont mis sur un petit projet annexe mobile et ils m'ont dit voilà, débrouille-toi avec vraiment j'ai été lancé dans le bain, débrouille-toi, t'as une appli, c'était une appli mobile à faire, j'avais jamais fait de mobile mais j'étais formé sur du Java donc je l'ai fait en natif. Ils m'ont dit voilà, débrouille-toi, voilà l'application, voilà les fonctionnalités et voilà les méthodos. C'était en méthodologie agile, donc voilà, tu fais un point avec nous régulièrement, etc. Donc j'ai vraiment été en autonomie totale. Ça peut être brusquant au début parce que moi je suis pas du tout de ce monde-là, mais au final ça a été très formateur. Sur les 3 mois ça a été concluant, donc après j'ai été, une fois que j'ai eu le titre, j'ai continué chez eux. Tu disais que tu avais fait du porte-à-porte. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur comment tu avais ciblé les entreprises que tu allais solliciter? Est-ce que t'es allé à l'accueil, t'as toqué, t'as donné ton CV, ou est-ce qu'il y avait une première approche par email ou par LinkedIn ou par autre chose? Alors pour le coup, la méthodologie qui nous était conseillée en formation, c'était beaucoup LinkedIn, mail, etc. Et je me suis rendu compte que sur le terrain, c'est pas vraiment le cas. C'est peut-être le cas quand tu es ingénieur, que tu as des diplômes et un parcours lisse, on va dire, Okay. et que tu arrives dans des boîtes qui ont certains codes, LinkedIn, les mails, etc. Mais moi, j'en ai fait plein, mais vraiment plein. Hein. Et dans les deux postes que j'ai fait, parce que j'ai fait 2 postes depuis ma formation, ça a toujours été du bouche à oreille et le porte-à-porte que j'ai fait, c'était vraiment du physique. Porte-à-porte physique, rencontrer les gens, mettre le côté communication, le côté social est super important parce qu'en fait c'est un atout que tu as en plus de la technique pure. Complètement, Et c'est l'audace de le faire et ça te distingue tout de suite d'avoir osé te présenter. Ouais, et puis t'es pas juste un profil en fait, donc on te voit, t'es une personne, t'as une manière de parler, et ça c'est super important parce que au final les boîtes qui recherchent des ingés pour en faire des petits pions dans les grosses boîtes reviennent même un peu de ça parce qu'ils se disent voilà, on a de la technique mais derrière le profil peut poser problème quand il a des problèmes de communication, ils recherchent plus l'humain. Donc si tu arrives avec l'humain, ça tout de suite ça casse une barrière et puis se pose moins de questions. Tu avais une liste d'entreprises, tu savais quelle adresse tu allais? J'ai à chaque fois procédé de la même manière, je prends le sirène. Ouais. Je regarde les tailles des entreprises parce que je cherche pas les trop grosses entreprises. Voilà, le fichier des entreprises de la région, je regarde les adresses et puis après je vais regarder un peu le site. Okay. Je vois en fonction du site. Le site dit beaucoup parce que souvent il y a des entreprises qui négligent le site, qui sont beaucoup plus sur le métier, et des entreprises qui sont beaucoup plus sur le site et qui au final ont beaucoup moins à proposer côté métier. Et après voilà, ça va être au feeling, ça va être en fonction d'eux. Et moi je ciblais plutôt les petites entreprises où je pouvais avoir pas mal d'autonomie. Okay. Donc voilà. Et donc cette méthode, ça t'a apporté combien d'entretiens? Je pourrais pas te dire en nombre, mais ce que je peux te dire, c'est que ça a amené plus d'entretiens.
que quand je passais par mail. Quand je passe par mail ou par voie dématérialisée, je vais avoir des entretiens souvent qui sont faits à distance dans un premier temps. Et puis après, forcément, ça va pas forcément aboutir à quelque chose derrière. Tout à fait. Tandis que quand j'y vais directement et que je vois la personne, comme ça a créé un lien, ça met aussi, il faut dire, la personne en face dans une situation de bon bah maintenant qu'il y a un lien qui est créé, faut que je donne un retour. Alors que on m'a déjà ghosté plein de fois. J'ai déjà eu des entreprises qui me rappelaient pas, voilà. J'ai subi ce que tout le monde subit quand on voit plein de CV en ligne. Bah il y a des fois on te dit oui voilà ça va peut-être le faire, on te fait un premier entretien à distance et tout, puis après t'as plus de nouvelles. Alors ça c'est classique, forcément pour plein de raisons, hein, ne serait-ce que parce que le recruteur lui il a un temps imparti, il doit remplir un poste, donc il doit tracer et il va là où il a le plus de chances de convertir, un peu comme un commercial le ferait. Et là, en fait ce qu'on oublie souvent quand on candidate, c'est que le but d'une candidature c'est d'aller en entretien, c'est tout. Un CV, etc. Quelle que soit la façon. C'est vraiment ça. Par contre, c'est un truc qu'on m'a très bien appris dans le centre dans lequel j'étais, l'AFPA. C'est que le but, en fait, même le CV, tout ça, le but, c'est vraiment d'accrocher. C'est ça, pour mettre un pied chez la personne et de le rencontrer en personne. C'est un peu comme les vendeurs quand ils font du porte-à-porte, qui mettent le pied dans la porte. C'est exactement ça. C'est après la personne, elle se sent un peu contrainte, un peu plus refermée. C'est ça. Et le fait, toi, que tu te présentes en personne, bon, déjà, t'as fait, littéralement, t'as mis le pied, chez eux. La personne, elle a mis un visage sur un nom, elle t'a écouté, ne serait-ce que par politesse au début. Et il faut se dire que les gens, la plupart, sont sympas. Et puisque vous avez été sympa en vous présentant, forcément ils vont faire un petit effort, prendre un peu plus de leur temps que juste une candidature par email ou un message à froid sur LinkedIn qui est copié-collé. Ouais, les soft skills, c'est vraiment, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment super important. Et au final, les gens vont beaucoup moins regarder la technique. Tout à fait. Parce que la technique, ils se disent bon voilà, il va avoir un temps. Il va apprendre de toute façon. Et si c'est quelqu'un de correct, qui va pas se barrer du jour au lendemain, qui va pas tout jeter, voilà, parce que ils regardent ça aussi. Est-ce que c'est super important, ça, la motivation de est-ce que tu vas rester combien de temps sur le projet et est-ce que on va pas en fait est-ce qu'ils investissent quelque part en toi. Donc ils se disent est-ce que la personne en qui j'investis elle va vraiment s'investir elle de son côté. Donc si par exemple elle a 3 mois pour bien prendre en main le projet, le code, etc. Est-ce que au bout de 3 mois elle va pas se barrer parce que sa période d'essai n'est pas finie. Et voilà, quelqu'un de carriériste est un peu mal vu à ce niveau-là. Donc si vraiment tu te présentes comme quelqu'un de professionnel, tu as une attitude professionnelle et stable, ça joue beaucoup en ta faveur. Toi, tu as démarré avec eux, c'était un stage d'une durée de 3 mois. Tu étais en totale autonomie. Comment s'est passé tu découvrais l'univers du mobile, etc. Comment s'est passé ta montée en compétences tout en étant en autonomie? Alors, au final, moi, comment ça se passait concrètement, il y avait un tech lead qui lui était pas du tout, il avait été formé pour être sur ce projet en Java, mais lui il venait du monde du C, de l'embarqué, et il avait une vision très technique pour le coup. Donc en fait il me donnait un peu des lignes, des guides, et si tu veux, le cahier des charges qu'on m'a passé, c'était déjà un cahier avec des fonctionnalités. Voilà, ça m'aidait un peu quand même. Donc en fait chaque fonctionnalité, ce que je faisais, c'est que j'allais me renseigner sur la documentation, pas forcément officielle, mais j'allais sur Internet me renseigner comment on fait ci, comment on fait ça, et je faisais beaucoup de bouts de code, de snippets, de petits bouts de code. Et après, une fois que j'avais mes petits bouts de code qui marchaient, que je pouvais lancer, je construisais brique par brique en fait. D'accord. Tu faisais valider chaque snippet entre guillemets, ou peut-être 2-3 snippets t'allais faire valider? Pas forcément le snippet, mais plusieurs snippets en fait combinés faisaient une fonctionnalité. Et quand j'avais la fonctionnalité, j'allais me faire un peu superviser en disant voilà, et regarder un peu le code. Il y avait une revue de code qui faisait que disait voilà, ça vaut mieux faire comme ci, ça vaut mieux faire comme ça. Par exemple, je te prends une anecdote. Au début, comme c'est quelqu'un qui était très fonctionnel, il venait du C. Moi, au début de ma formation, j'ai réutilisé puis je faisais que les fonctions en fait natives qui étaient déjà fonctions d'Android, et je créais très peu de fonctions. Et c'est lui qui m'a incité à beaucoup créer de fonctions, à les mettre ensemble, à les faire communiquer. Si tu veux, voilà, je partais de. En fait, c'était vraiment une attitude qui m'a aidé, l'attitude de construire petit à petit, prendre des petits, découper au maximum les fonctionnalités.
prendre vraiment la fonctionnalité la plus basique qui soit, la faire et ensuite les combiner. Ouais, et avoir du feedback récurrent en allant voir régulièrement ton superviseur. Ouais, voilà. Dès que j'avais un souci, et ça par contre c'était aussi une chose très appréciée, c'est dès que j'avais un souci, dès que j'avais une question, dès que je me demandais voilà, s'il n'y avait pas une meilleure manière de le faire, j'allais demander. C'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif, surtout quand on démarre, c'est qu'on a appris souvent dans les formations de reconversion, on apprend à chercher par nous-mêmes. Et du coup, on a envie de chercher par nous-mêmes trop longtemps. Rester bloqué une demi-journée ou une journée sur un point, c'est pas acceptable en entreprise. En fait je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que à partir du moment où tu as quelqu'un avec toi et que tu le déranges pas tout le temps, faut pas le déranger tout le temps. Faut vraiment planifier quand est-ce que tu vas le déranger, le temps que tu vas lui prendre et qu'est-ce que tu vas lui demander précisément. À partir du moment où tu as ça, il va te permettre de gagner du temps sur ton apprentissage. Par exemple, toi, si tu mettrais deux jours à trouver comment faire tout seul, si et ça c'est le deuxième point, tu dis attends, mais vraiment attends, au début tu vois que ça va être compliqué, au bout de 4 heures dessus, tu vois que bon là ça c'est un point un peu chaud, il y a un truc que tu comprends pas. Si directement tu vas le voir, et ben lui il va te faire gagner le temps et au final il va t'expliquer ça en une demi-heure et tu vas le faire en une journée plutôt qu'en deux. C'est ça. Tu vas apprendre et progresser 2 fois plus vite. Ouais, il va t'aider à aller plus vite. Comment s'est passé la fin justement de ce stage? Et c'est avec eux que tu as continué le CDI derrière? Ouais, alors la fin du stage avec eux, ça a été, ils ont été satisfaits parce qu'en fait, si tu veux, au bout de 2 mois et demi, quelque chose comme ça, t'as le formateur qui vient, qui fait un bilan, voilà, on fait un bilan tous ensemble de comment ça se passe, etc. Est-ce qu'ils sont satisfaits et ensuite c'est à toi de voir avec l'entreprise. Voilà, moi directement, il m'a proposé, il m'a dit voilà, si on prend quelqu'un à ce niveau-là, c'est que voilà, j'ai besoin de renflouer mes équipes, j'ai besoin de voilà, donc on va discuter. Là, il discute avec toi. Là, faut être très préparé. Je dirais, faut avoir assez d'armes au niveau de ta prétention salariale, de qu'est-ce que tu vas faire chez lui. Faut avoir une petite vision de ce que tu vas faire chez lui, parce que ça fait un petit moment que t'es chez lui. Faut lui faire comprendre que ça te plaît, que t'es bien chez lui, que tu t'épanouis, que voilà, tu vois, que tu peux apporter quelque chose. Ça, faut vraiment préparer comment tu vas le dire, comment tu vas c'est super important. Et ne pas hésiter à prendre du temps. S'il veut te parler tout de suite, tu peux lui dire, écoute, là, de suite, je peux pas, mais on peut se caler un temps. Toi, tu prends un temps de réflexion pour préparer ça. Ça, c'est super important parce que moi, au début, j'ai été un peu brusqué. Et là-dessus, le mentor m'a un peu aidé. Et genre, j'étais un peu précipité. Il m'a pris un peu au café. Il m'a parlé de choses importantes comme ça que j'avais pas forcément préparé. Et il faut bien préparer en amont, quoi. Après, ça se prépare facilement en fait, comme tu l'as très bien dit, Sofiane, on peut répondre non, je suis pas dispo tout de suite, je suis pas prêt tout de suite pour qu'on ait cette conversation. On se voit demain, on se voit après-demain, et vous rentrez chez vous et vous mettez tout sur papier, vous prenez un cahier, voilà, et puis vous amenez ce cahier avec vous à l'entretien et vous regardez tous vos points. Vous avez le droit en fait de faire ça. Ouais, et c'est même pas le droit, c'est même que c'est contre-intuitif, comme tu dis, parce qu'en fait, on pense que si on répond tout de suite, on aura l'air pro, on aura l'air de tout savoir. Tout à fait. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face, la personne, c'est pas du tout le ressenti qu'elle aura. Le ressenti qu'elle aura, c'est plutôt, en fait, elle est dans sa zone de confort, elle se dit bon, bah voilà. Et c'est toi qui vas faire le faux pas. Alors que si tu lui dis non, je prends le temps, je réfléchis. Là, il va se dire, ok, la personne, elle a une attitude posée, pro, il va poser les choses et il va pas se précipiter, il risque pas la bêtise. Que ce soit quand tu codes ou que ce soit quand tu parles, c'est pareil. En fait. Faut savoir dire non, prendre son temps et... Comment tu t'es préparé, toi, sur cet entretien et notamment, tu parlais de la partie prétention salariale et ce que tu allais faire chez eux? Moi, pour le coup, justement, j'étais un peu pris de court. Et j'ai senti que j'étais un peu pris de court et là pour le coup je suis parti voir mon formateur et je lui ai dit voilà, il m'a proposé ça et là le formateur il a eu un très bon rôle en me rassurant, en disant écoute, s'il te le propose c'est que tu es capable. En gros, s'il te propose ce statut là, c'est que tu le mérites en quelque sorte. Et toi, comme t'arrives, t'es d'une reconversion, tu t'es dit bon voilà, je suis nouveau dans le métier, le gars c'est un ingé, il a fait 5 ans d'études, pourquoi moi, tu vois. Le syndrome de l'imposteur. Au final, voilà, syndrome de l'imposteur et qui au début est là, forcément. Quand t'es en reconversion, forcément, tu te dis, surtout quand, voilà, t'arrives dans une formation. Moi, j'étais dans une formation où les mecs, ils avaient tous déjà touché.
moi, j'avais jamais touché. Je savais même pas ce que c'était qu'une base de données, tu vois. Donc, tu bûches et au final, ton travail, tu sais pas trop ce qu'il vaut. Et là, il est récompensé, tu t'y attends pas, si tu veux. Mais au final, faut vraiment le prendre comme ça. C'est faut le prendre comme une récompense de ton travail. Tu vas avoir un résultat et faut pas hésiter à une fois que si tu veux, après j'ai pris du recul et une fois que j'ai pris du recul, j'ai pu inspirer un coup, si tu veux, repartir voir la personne, lui redire les choses, voilà, nana, et même ne pas hésiter à comment dire, à être franco, à lui dire voilà, je sais pas trop ce qu'il en est, parce que en fait lui il voulait vraiment m'attirer en me disant c'est un bon poste, tu vas progresser, tu vas apprendre, etc. Et moi au niveau des technos, je savais pas trop encore où aller. Tu vois, j'étais encore un peu perdu dans le monde des technos. Et en fait là, je l'ai assuré en lui disant bah écoute, ça me va, je vais progresser là-dessus et en lui donnant une vision de ok, on va aller ensemble, on y va. D'accord. Mais en termes de prétention salariale par rapport à ce qu'il t'a proposé, tu étais satisfait de la première proposition? Écoute, à partir du moment où tu rentres dans la tech et que tu viens d'un autre milieu, la proposition salariale, elle sera toujours favorable. Après, c'était une start-up, donc c'était pas non plus un salaire de grande boîte par rapport aux autres, parce que tu te compares forcément par rapport aux gens de ta formation qui sortent de ta formation. C'est raisonnable. Et puis tu te dis bon ben voilà, c'est un premier boulot, tu t'es pas marié avec, hein, Tout à fait. Dans 1 an ou 2 ans aller ailleurs, ce que j'ai fait d'ailleurs, et demander plus. Donc non, moi après au début faut savoir être humble, faut savoir prendre son temps et se dire ok, c'est un premier boulot, je mets un pied dedans, et une fois que tu as un pied dedans, que tu prends de l'expérience, après voilà, tu peux être de plus en plus exigeant. C'est ça. T'arrives 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, ça y est, c'est exactement le conseil que je donne à chaque fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on vient de me voir en me disant voilà, j'ai fait un stage dans telle boîte, maintenant ils me proposent une rémunération à 1500 €, je trouve que c'est vraiment peu, etc. Je trouve que c'est abusé. Et au final, ma réponse elle est simple, c'est est-ce que tu as mieux ailleurs? Non. Bon bah voilà, prends ce que tu as à prendre, t'es pas marié avec et surtout que le marché de l'emploi aujourd'hui c'est tech ou pas tech, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de débutants juniors qui sortent de formation, qui sont tous en concurrence pour ces mêmes postes d'entrée de carrière. Dès qu'on a un peu plus d'expérience, ça va mieux. Donc il faut prendre l'expérience et avancer dans la carrière. À partir du moment où l'entreprise est bien, vous avez progressé pendant le stage et que vous pouvez continuer à progresser, prenez le temps qu'il faut et prenez ce qu'on vous donne à l'instant T. Surtout, moi, ce que je conseillerais, c'est que si tu le prends comme ça, ne surtout pas hésiter à tirer parti et profit de tout ce que tu peux apprendre dans cette expérience-là. Moi, j'étais avec un gars qui avait mis des méthodes agiles, j'étais dans une start-up, ça va vite, tu as de l'autonomie, tu peux te faire plaisir, mettre en place des choses que tu aimes, découvrir, faire de la veille utile, parce qu'en fait, tu vas appliquer, me proposer, mettre en place, tu peux voir plein de technos et profite de ça. Parce que sur le coup, après 1 ou 2 ans, quand tu vas vouloir changer, tout ça, ça sera un atout. C'est ça. Et tu viendras en lui disant voilà, j'ai 2 ans, mais tu sauras le prouver aussi. Tu sauras pas dire voilà, j'ai 2 ans d'expérience, point. Tu pourras dire voilà, j'ai 2 ans d'expérience, mais je peux te parler de ça, je sais faire ci, etc., etc. Comment ça s'est passé justement ta deuxième recherche? Ma deuxième recherche, en fait, ça a été, je voulais bouger de région. J'ai pris une semaine et j'ai condensé. J'ai fait pareil, Sirène. J'ai pris les boîtes. J'ai envoyé là pour le coup énormément de mails en attendant des réponses et des entretiens physiques que j'ai essayé de caler sur une semaine à peu près. Et donc je suis descendu parce que maintenant je suis à Marseille et j'ai fait mes entretiens sur la semaine. Et pour le coup en fait il y en a un avec lequel ça a accroché et voilà, j'ai négocié assez longtemps pour le coup parce que j'étais un peu plus en confiance et puis forcément tu sais quand t'es en poste, alors ça aussi il faut pas trop le montrer parce que quand t'es en poste ça se ressent que t'as rien à perdre en face. Tout à fait. Et le recruteur, il aime bien que tu sois motivé à venir chez lui. Si tu lui dis, écoute, je veux bien venir chez toi, mais bon, tu fais ce que je te dis parce que sinon, moi, de toute façon, j'ai rien à perdre, ça passe pas trop. On me l'a déjà dit, hein, dans des entretiens, on m'a dit, oui, de toute façon, toi, t'es bien, là, t'as rien à perdre. Mais par contre, c'est un plus quand t'es en poste. Et non, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai pris le temps de négocier pour le coup. J'avais appris de mes erreurs. J'ai pris le temps de négocier et j'ai pris le temps d'ajuster la date de commencement, la date, le salaire, etc. Donc, j'ai été beaucoup plus dur en affaires
Ouais. Forcément, tu avais plus de levier, tu avais déjà plus de compétences, tu étais dans une situation plus tranquille où tu pouvais te prendre le temps de chercher, etc. Tu avais plusieurs process en même temps ou tu as fait le process avec cette entreprise de bout en bout avant? Non, j'en avais plusieurs en même temps. Et, ça aussi, ça sert de levier d'ailleurs. Ouais, voilà. Souvent, on te le demande de pas s'en cacher. De pas s'en cacher, de dire voilà, j'ai des process qui sont avancés avec d'autres et en fait ça viendra naturellement de leur part. S'ils veulent vraiment de toi, ils vont te proposer d'autres choses, tu vois. Et un autre indice, s'ils veulent vraiment de toi, c'est qu'ils accélèrent le process. Ouais, voilà. Vous avez d'autres entretiens. Depuis quand? Vous en êtes à quelle étape? Et vous allez voir que l'entretien suivant va arriver très vite. On va vous répondre très vite à vos mails, etc. Ça accélère le process très très vite. Et souvent d'ailleurs, l'atout qu'ils essayent de jouer lorsqu'ils sont en concurrence, s'ils peuvent pas concurrencer sur l'aspect financier, ils vont essayer d'être les premiers à faire une offre. Souvent, la société qui a la première à faire une offre va vous mettre un peu la pression et elle espère que les autres sociétés n'auront pas le temps d'aller au bout du process. De toute façon, je pense que dans la recherche d'emploi, le plus important, c'est de gérer la pression. Encore plus que quand tu es en poste. C'est de gérer la pression des recruteurs qui te courent derrière. Alors, c'est spécial quand toi, tu viens avant la reconversion. C'est ça, et tu n'as pas l'habitude que ce soit dans ce sens-là. Et là, en fait, la pression, on te la met dans l'autre sens. Donc, faut surtout pas te dire... Et ça, c'est difficile au début. Faut surtout pas te dire, ok, je vais être le premier, parce que il faut vraiment sortir de ton attitude de je cherche le premier job et te dire non, je vais poser, réfléchir, poser des conditions et prendre le job le plus épanouissant pour moi. Tu m'as dit également que tu t'étais mis à faire du freelance. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le freelance et comment est-ce que tu trouves tes missions? Alors en fait, au niveau du freelance, moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, pas forcément pour le statut, parce que je trouve le statut de CDI clairement plus stable. Moi, je suis papa, j'ai deux enfants. Pour l'instant, je trouve vraiment ce statut plus confortable, plus stable. J'y trouve mon compte. Le statut de freelance, moi, il m'intéresse surtout à côté, parce que d'une part, il y a un grand facteur formation. J'aime bien, puisque j'ai appris, transmettre ce que j'ai appris. Et transmettre, ça m'aide beaucoup à apprendre. Donc par exemple je suis mentor chez Open Classroom et j'aide pas mal des étudiants en Java J2E à techniquement et forcément comme t'es mentor tu vas les aider aussi plus que techniquement dans l'attitude, dans les codes métiers, etc. Et à côté j'aime bien bosser sur des choses, des projets plus courts, plus innovants et dans lesquels j'ai plus d'autonomie. Et ça en fait c'est possible avec si tu fais les statuts de freelance à côté que tu en fait, souvent, ça, je vais le trouver avec des plateformes ou alors avec du bouche à oreille. J'ai fait de l'Angular, par exemple, sur un petit projet comme ça en freelance. Et puis après, on m'a dit, voilà, là, dans le poste où j'étais en CDI, on m'a dit, ce serait bien de développer une nouvelle application web. Et ben, comme j'avais déjà fait de l'Angular, voilà, j'ai décidé de passer en Angular. J'ai proposé l'Angular. Je savais ce qui était bon, ce qui marchait pas, etc. Voilà. Ça permet, je trouve, d'avoir une veille active tout en gagnant. Tout en gagnant ta vie. Ouais. Sofiane, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce que l'audience pourrait te retrouver? Je sais que tu as un blog, une chaîne YouTube. Ouais, c'est moi qui te remercie. Alors sur le blog, je suis pas très actif, beaucoup plus sur la chaîne YouTube. J'ai choisi des formats où j'essaie de transmettre justement ce retour d'expérience-là. J'essaie de parler technique, mais pas que, aussi de tout ce qui va être productivité, comment tu améliores ta productivité. Et comment tu peux décider, réfléchir toi-même à ton épanouissement et aller vers ton épanouissement personnel, professionnel ou autre d'ailleurs. Mais toujours lié aux méthodologies que moi j'ai rencontrées dans le monde de la tech. Super. Je mettrai le lien de ta chaîne en commentaire en dessous de cette vidéo. Je mettrai également ton Twitter si jamais des auditeurs veulent venir te contacter, te poser des questions. Ce sera avec plaisir. Et merci à toi. Eh ben écoute, c'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain témoignage des reconvertis.